Bonjour à tous et bienvenue pour notre dernière vidéo sur la métropolisation, un phénomène mondial différencié, puisque normalement à partir de la semaine prochaine nous allons retrouver un rythme normal basé sur du présentiel. Et donc je voudrais aborder avec vous dans cette dernière vidéo ce que nous avions commencé à voir en classe, notre grand 2 sur la diversité des métropoles, et dans un grand A, surtout la hiérarchie donc de ces métropoles. Avant de commencer, un point sur lequel j'avais pas assez insisté et sur lequel donc je voulais revenir avec vous tout de suite, et vous pouvez rajouter donc à votre cours, puisque je vous rappelle que vous êtes censé prendre en note tout ce que je suis en train de dire et que les diaporamas sont là pour aider votre prise de notes. Donc c'est que les métropoles sont en concurrence. En fait ici, voilà, c'est assez simple. Les villes à l'échelle mondiale se livrent une concurrence assez féroce pour capter le plus de flux de la mondialisation. C'est ce que je vous explique, hein, c'est quoi le but de cette concurrence, vous voyez? Donc capter les flux de la mondialisation, parce qu'il faut se développer, capter les richesses, ça va permettre de créer des emplois, etc. Donc tout le monde veut sa part du gâteau. Maintenant, comment on fait pour capter ces flux de la mondialisation? Eh bien ici, tout simplement, pour capter ces flux, il faut avoir des fonctions de commandement majeures et des infrastructures adaptées. C'est vraiment les deux piliers ici de la métropolisation. Une métropole, c'est donc une grande ville qui contient des fonctions de commandement majeures et qui a des infrastructures de transport développées. Il faut qu'elle soit reliée avec le monde entier, sinon elle ne peut pas participer à la mondialisation. En fonction de l'importance des fonctions de commandement, en fonction de sa capacité à être facilement reliée avec le monde entier, une métropole va se placer dans une hiérarchie. Hein, plus les fonctions de commandement vont être importantes, plus elle va bien être reliée, plus elle va être en haut de la hiérarchie. Cette hiérarchie, elle se découpe en 4 catégories. Euh, on pourra en faire beaucoup plus, hein, il n'y a pas de problème, on pourra en faire moins aussi. J'ai choisi d'en retenir 4, c'est celle que je vais donc vous demander d'apprendre. La première, et on l'avait noté au tableau, hein, et je les remets là, donc ce sont les villes globales. Une deuxième catégorie, les villes mondiales et les métropoles secondaires. Les métropoles émergentes. Et enfin, les métropoles en gestation. Donc, on va commencer tout de suite par les métropoles mondiales, les villes globales, pardon. Mais avant, donc, je voulais vous montrer, pour baser notre travail, on va s'appuyer sur cette carte. Cette carte, vous voyez, elle établit un classement des métropoles. Et en fait, tout simplement, plus le cercle que vous voyez est grand, plus la métropole est importante. Sur cette carte apparaît deux métropoles qui semblent dominer toutes les autres, New York et Londres. Je vais y rajouter aussi, vous allez voir, deux autres métropoles, Tokyo et Paris. C'est ce qu'on va appeler ici les villes globales. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une ville, qu'une métropole peut se prétendre au statut de ville globale? Eh bien, c'est ce que vous étiez censé voir avec l'exemple de Londres, hein, vous avez fait les exercices dessus, et donc je vous propose tout de suite de les corriger. Donc, voilà les questions que vous aviez. La première, c'était quel est le secteur clé qui fait de Londres une métropole mondiale de premier rang? Et vous aviez deux documents pour y répondre. Et moi, je vais essentiellement, pour ici, tout de suite m'appuyer sur celui-là, cette photo. Cette photo, c'est le quartier de Canary Wharf. Alors, désolé pour l'accent. Et vous avez marqué en dessous dans la légende, c'est le centre de la finance mondiale. Et oui, Londres a basé donc sa réussite, sa puissance sur sa finance. C'est le pôle financier majeur. C'est un héritage historique en fait, ici. Londres en fait, c'est la capitale du capitalisme. En fait, c'est là où il est quasiment apparu. Tout simplement, s'est développée et l'Angleterre s'est développée notamment grâce à son immense empire colonial. Et pour financer cet empire colonial, pour financer les expéditions, etc., le grand commerce international que les Anglais ont mis en place, eh bien, il a fallu des banquiers, des assurances, etc. Et donc, voilà, notamment pour assurer ce que vous avez vu les années précédentes, le commerce triangulaire, par exemple, c'était le commerce des esclaves, et ben, il fallait financer des expéditions très coûteuses, et il a donc fallu des banques très puissantes qui puissent
assumer une éventuelle perte. Voilà. Et donc du coup, se sont concentrés à Londres de grands enjeux financiers parce que même si ces opérations étaient coûteuses, elles rapportaient beaucoup plus. Donc ça a attiré toute une finance qui s'est développée et Londres a su garder au fil des siècles cet héritage de la finance. Et donc le cœur de Londres financier, c'est le quartier de la City. Mais finalement, ce quartier de la City, il est devenu peut-être trop petit par rapport à tous les investissements, par rapport à tous les emplois que ça a généré. Donc on a créé finalement dans la fin des années, à la fin du XXe siècle, s'est créé un deuxième quartier, celui que vous avez ici en photo. Et dans le deuxième document, le texte, vous aviez des chiffres qui vous résumaient tout ça sur la puissance financière de Londres. Donc c'est Londres, pour votre trace écrite, voilà ce que je vous propose. Donc Londres, c'est une métropole mondiale qui repose sur la puissance du secteur de la finance. Ce secteur de la finance, c'est quoi à Londres? C'est 400 000 salariés, c'est considérable. 500 banques internationales, autant dire que vous avez quasiment toute banque qui a des ambitions de travailler à l'international doit avoir une succursale à Londres, mais aussi tout ce qui fonctionne avec la finance, hein, donc les assurances, les services, la comptabilité. Et dans le texte, on vous a annoncé que c'est tellement performant que les meilleurs talents de tous les pays viennent à Londres. En gros, si votre rêve, c'est de devenir trader, eh ben, Londres, c'est l'endroit où il faut aller pour travailler dans les meilleures conditions, avoir les plus gros salaires, etc. Et donc, forcément, on y va. Vous avez là-dedans, par exemple, Londres, c'est très attractif et beaucoup de Français sont partis s'installer là-bas. Et dans ces Français, ils sont 300 000 Français à aujourd'hui vivre à Londres. Sur ces 300 000, vous avez, alors j'ai pas le pourcentage, mais vous avez une bonne partie qui est liée forcément au secteur de la finance. Donc, si Londres est avant tout une place financière mondiale, il n'y a pas que ça. Ça ne suffit pas à faire de Londres, ça ne suffirait pas à faire de Londres une ville globale. Donc en fait, il y a d'autres avantages, c'est la deuxième question, c'est donc quels autres avantages renforcent l'attractivité de Londres? Ici, il fallait s'attarder notamment, je vais insister sur la fin, ce que j'ai entouré en rouge, là, la fin du document 2. Donc je le relis rapidement, donc Londres est une ville du monde, c'est aussi une porte d'entrée vers l'Europe avec de solides infrastructures, un système juridique très respecté avec des juges impartiaux, l'anglais est une langue parlée à travers le monde, il est donc facile de faire des affaires ici. Voilà, vous avez tout résumé, enfin, il y en a beaucoup plus, mais ce petit paragraphe-là, il nous apportait d'autres informations en plus de la finance. Le premier, c'est les solides infrastructures. Donc ça veut dire que Londres, c'est une ville facilement accessible. Et comme on va le revoir tout au long de ce diaporama et de ce cours, eh bien l'accessibilité, c'est un élément déterminant pour, dans la hiérarchie des métropoles. Il faut à tout moment, il faut que on puisse accéder à Londres de n'importe où dans le monde. Ce qui est le cas, ce qu'on va voir, est ce que vous avez normalement vu. Ensuite, une phrase ici qui a son importance, un système juridique très respecté avec des juges impartiaux. Alors, c'est pas tant l'importance du système juridique, c'est pas ça qui fait qu'on vient forcément s'installer à Londres, mais ce que ça traduit, c'est qu'il y a une véritable stabilité politique à Londres. Et ça, par contre, pour s'installer, une entreprise qui veut s'installer, eh ben, elle a envie d'être sûre qu'elle sera jugée équitablement s'il se passe quelque chose, qu'elle sera traitée comme toutes les autres. Euh, et voilà, et que ça va pas changer du jour au lendemain. La stabilité politique, voilà, Londres s'est établie, c'est une monarchie depuis des siècles, ça n'a pas bougé et ce n'est pas prêt de bouger. Et enfin l'anglais, bah oui, voilà, c'est la langue mondiale, vous en faites tous, vous êtes obligés d'en faire, c'est la langue universelle si on veut s'en sortir, si on veut faire des affaires, il faut parler anglais, ça tombe bien, bah Londres, voilà, c'est la capitale de l'Angleterre. Donc ici, on a trois aspects, hein. Donc on va avoir l'aspect du transport, on va avoir un aspect politique, et on va aussi avoir un aspect culturel qui est renforcé à côté. Et cet aspect culturel, Londres, c'est une ville qui attire par son riche passé, par son attractivité, par son cadre de vie, ce qui fait que, bah, vous voyez, quand on voit sur le tableau, là, les fans de Londres, eh bien, Londres est clairement devant tous les autres. Donc, on va résumer. Les autres atouts de Londres, donc on l'a dit, les excellentes, pardon, pas excellent, il y a une petite erreur de faute de frappe, les excellentes infrastructures de transport, on va aussi avoir, mais ça on va redévelopper après, la stabilité politique. Alors là je mets entre parenthèses, malgré le Brexit. Et oui, depuis 2015, les Anglais sont entrés dans un processus de sortie de l'Union européenne
Et ben, mine de rien, ça a mis de l'instabilité. Le marché financier craignent ce Brexit, que ça puisse changer les lois, que ça puisse changer le libre-échange, que ce soit moins facile d'échanger depuis l'Angleterre, que finalement l'Angleterre se referme sur elle-même. Et donc, c'est vrai que là-dessus, il y a une petite crainte. Il n'empêche, la stabilité politique reste un atout. Et aussi, bien sûr, à ne surtout pas négliger le rayonnement culturel de l'Angleterre avec sa langue, qui est la langue la plus parlée au monde, son tourisme et l'éducation. Vous avez parmi les meilleures universités du monde, étrangement souvent orientées vers la finance, etc. Donc voilà, donc finalement, si vous êtes une entreprise et que vous voulez venir vous installer à Londres, eh ben, vous aurez la facilité de la langue parlée, vous aurez une attractivité, un cadre de vie, hein. C'est ça qui attire les touristes, donc c'est ça aussi qui peut attirer des gens pour venir s'y installer définitivement. Et aussi, vous allez trouver sur place une excellente main-d'œuvre très très bien formée. Bref, Londres a les atouts, ce qu'on va voir, on va résumer d'une ville globale. Maintenant, juste le dernier aspect, celui indispensable pour être une ville globale, c'est les transports. Et donc, est-ce que Londres est bien relié, est bien équipé en matière de transport et de logistique? La réponse est évidemment oui. Vous aviez ce document ici. Tout simplement, bah, apparaît aussitôt sur la carte 5 aéroports internationaux, dont notamment celui d'Heathrow, qui est un des leaders mondiaux en termes de passagers. Donc forcément, bah voilà, depuis Londres, vous pouvez aller dans n'importe quel endroit du monde très facilement. Il n'y a pas 15 correspondances à prendre. Vous avez aussi le port de Londres, qui est très important. Là, c'est un aspect quand même essentiel de la mondialisation. L'essentiel des marchandises aujourd'hui, elles circulent par voie maritime, dans d'immenses porte-conteneurs, dans d'immenses pétroliers, etc. Et donc, bah forcément, avoir à la proximité d'un port qui est capable d'accueillir ces containers, qui est capable d'accueillir toutes ces matières premières, bah, c'est essentiel pour se développer. Londres est juste à côté. Et enfin, vous avez aussi dans cela, vous aviez aussi la ligne grande vitesse avec l'Eurostar, qui relie aussi bah, Londres avec le reste de l'Europe, et notamment, et ça c'est une notion qu'on va redévelopper un tout petit peu plus tard, avec tout le reste de la mégalopole européenne. Ce qui permet finalement, ce qui a permis à Londres de l'intégrer, cette mégalopole européenne. Mais si vous ne maîtrisez pas ce qu'est une mégalopole, rassurez-vous, on va le voir après. Donc je résume ici. Donc, c'est une ville totalement intégrée à la mondialisation, Londres, 5 aéroports internationaux, un port majeur, des lignes à grande vitesse pour le train, et aussi, ce n'était pas indiqué, mais c'est aussi, vous en doutez, un réseau routier très dense qui permet de relier Londres avec tout le reste du pays, ce qui est aussi quelque chose d'important. Une entreprise qui s'installe à Londres, c'est pour être connecté, c'est aussi pour développer le marché britannique. Et donc, pour développer ce marché britannique, il faut être relié avec le reste du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne. Donc il faut un réseau routier. Il y a bien ce réseau routier à Londres. On arrive au bilan là-dessus, donc des questions que vous avez eu à faire, et on se pose la question, en quoi Londres est une ville globale? Et avant de répondre, en fait, tout simplement, il faudrait pouvoir cocher des cases sur les est-ce que Londres abrite des fonctions de commandement majeures? Ces fonctions de commandement, qu'est-ce que c'est? Je vous propose ici ce tableau. Donc n'hésitez pas, je sais pas, moi, faites une capture d'écran, imprimez-le, recopiez-le, mais il est vraiment très très bien fait. Ce tableau, et il résume tout. En fait, on pourrait avoir des cases, et si à chaque fois une ville coche les cases qui sont ici, eh bien en fait c'est une métropole. Donc en gros, est-ce que dans une ville, est-ce qu'à Londres on a des activités économiques? Est-ce qu'on a des activités financières? Est-ce qu'on a des activités logistiques et transport? Est-ce qu'on a de la politique, de la diplomatie, de la culture, des sciences? Oui, partout. Donc Londres est bien une métropole. Maintenant, pour ce qui va définir son statut de métropole, c'est l'importance des fonctions de commandement par domaine d'activité, la deuxième colonne. Ici, donc au niveau économique, par exemple, est-ce qu'on a des entreprises multinationales? La réponse est oui. Les principales banques mondiales sont ici. Les grandes entreprises britanniques, et l'Angleterre, c'est la 5e puissance mondiale, donc les grandes entreprises britanniques sont installées à Londres. Donc là, on est bon. On a des atouts. On a des entreprises installées
qui ont un impact mondial, qui prennent des décisions qui ont une influence mondiale. Et puis bien sûr, on a le pôle financier qui est en dessous, la bourse de Londres, ses banques, etc. Donc là, pareil, au niveau du domaine d'activité financier, Londres a aussi des fonctions de commandement majeures parmi les plus importantes du monde. Ensuite, si je continue, au niveau de la logistique et des transports, bon, on l'a vu, 5 aéroports internationaux, des lignes de chemin de fer, etc. Encore une fois, on coche la case et on est parmi les fonctions de commandement les plus importantes au monde. Au niveau politique, ce qu'on va retrouver, bah, ça va être des institutions politiques nationales à Londres. Voilà, c'est Buckingham Palace pour la reine, le 10 Downing Street pour le Premier ministre. Ça reste des fonctions politiques nationales, mais comme l'Angleterre c'est une grande puissance, eh bien ces institutions politiques nationales, bah, elles ont une influence mondiale. Quand le Premier ministre britannique décide justement de sortir de l'Union européenne, par exemple, eh ben, c'est une décision qui va impacter l'Angleterre, le reste de l'Europe, mais aussi une partie du monde entier. Puisque voilà, beaucoup s'inquiètent de la disparition du libre-échange potentiel, ça disparaîtra pas, mais voilà, entre l'Angleterre et le reste de l'Europe. Et donc bah, d'un seul coup, des pays vont peut-être hésiter, des entreprises américaines, brésiliennes, chinoises vont peut-être hésiter à s'installer à Londres en se disant bah on vient là pour le marché européen, mais il sera peut-être plus accessible ce marché européen, donc on va aller ailleurs. Au niveau diplomatique, voilà, donc oui, toutes les ambassades du monde sont à Londres. Au niveau culturel, j'en ai parlé, vous avez des musées parmi les plus visités au monde, vous avez de grands médias puissants comme la BBC, l'éducation, les plus grandes universités européennes sont présentes à Londres, et au niveau scientifique, on a une grande part réservée à l'innovation et la recherche, il y en a beaucoup à Londres. Bref, ici, Londres coche toutes les cases, c'est ce que je résume, notamment dans les 3 domaines que je mets ici l'économie mondiale, l'éducation et la culture, la finance. Et en plus, elle est parfaitement reliée au monde. Donc là, ici, n'hésitez pas à faire pause ou voilà, je vous laisse un tout petit peu de temps pour noter ça. Londres, c'est bien une ville globale. Alors, c'est quoi ces villes globales là qui est finalement que fait la définition d'une ville globale, ce serait ces villes qui ont les fonctions de commandement les plus importantes au monde, dont les décisions qui sont prises ont un impact sur la planète. On en dénombre 4. Dans certains, parfois vous n'en verrez que 2. Vous ne verrez que Londres et New York. J'ai décidé, c'est pas moi, mais enfin, de m'appuyer aussi sur d'autres sources qui, elles, préfèrent aussi y intégrer Paris et Tokyo. Voilà, tout simplement, voilà, donc c'est des villes, s'il s'y passe quelque chose, ça va impacter le monde entier. Je pourrais prendre l'exemple de New York, par exemple, justement, avec la crise des subprimes en 2008. Je vais pas m'attarder trop dessus pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais ici, par exemple, en 2008, une crise du crédit touche les États-Unis. En fait, on s'était mis à prêter de l'argent à tour de bras à n'importe qui, même à des personnes qui n'avaient pas les moyens d'emprunter. Et sauf qu'on leur disait, mais rassurez-vous, vous rembourserez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de problème, empruntez, empruntez. Ces gens-là se sont retrouvés avec plusieurs crédits immobiliers. Et au moment de rembourser, ils n'ont pas pu rembourser, tout simplement parce qu'en fait, ils n'avaient toujours pas les moyens. Ça, forcément, les banques qui avaient prêté l'argent se sont retrouvées avec des défauts de paiement énormes et ça a entraîné des faillites. Notamment voilà des grandes et ça donc c'était aux États-Unis et c'est les banques new-yorkaises installées à New York qui ont cédé et ça a entraîné cette crise bancaire a entraîné une crise boursière puisque bah, finalement ces banques américaines jouent un rôle énorme dans la finance, dans les actions, prêtent l'argent, etc. Et donc d'un seul coup, ça a généré une crise boursière. Et cette crise boursière, elle a eu un impact planétaire pendant quasiment 10 ans, et encore aujourd'hui, dans certains domaines, on en ressent encore les effets. Eh bien, cette crise des subprimes a impacté toute l'économie mondiale. Vous voyez, c'est la bourse de Mumbai, si elle flanche, ça aura un impact, mais ça ne va pas entraîner l'économie mondiale dans une récession pendant 5 ans. Donc voilà, c'est vraiment ça, là-dessus que je voulais revenir. Paris et Tokyo sont un petit peu en dessous là-dessus, mais sur certains aspects, par exemple Paris sur la culture, Tokyo ça va être sur son économie, sur son influence sur le marché asiatique. Ça leur donne un rôle mondial, parce que le marché asiatique, il faut surtout pas le sous-estimer. Bref. J'ouvre ici une petite parenthèse. Justement, j'en ai parlé tout à l'heure, une notion qui est la mégalopole, la notion de mégalopole. Qu'est-ce qu'une mégalopole? Vous voyez, en fait, finalement,
c'est la fusion de plusieurs métropoles avec à chaque fois une métropole, une ville globale. Eh bien les métropoles autour vont finalement finir par quasiment fusionner pour donner naissance à une immense entité urbaine, une, avec une cohérence économique territoriale qu'on appelle, et ça prend le nom de mégalopole. Donc vous voyez par exemple ici, Londres, Paris ont donné naissance à la mégalopole européenne. C'est-à-dire que là, toutes les autres métropoles autour de Londres, de Paris, euh, ont fini par voilà, fonctionner ensemble pour encore plus se développer. Et finalement, de Londres à Milan en Europe, de Tokyo à Osaka et même plus au sud au Japon, de Boston à Washington en Amérique, eh bien, vous avez d'immenses structures urbaines. Finalement, vous avez une zone urbaine continue qui s'articule autour de grandes villes et qui forment ce qu'on appelle des mégalopoles. Je vous la résume ici. Donc, c'est quoi une mégalopole? C'est en fait des métropoles secondaires. On va appeler ça, on va appeler, garder, retenez, je l'ai mis en rouge. Donc, des métropoles secondaires qui vont être polarisées par les villes globales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est-à-dire qu'elles sont attirées, elles sont de plus en plus, elles vont se lier avec les villes globales qu'il y a autour. Donc, par exemple, Lyon. Vous voyez, je vous mets Lyon, c'est une métropole secondaire et qui va être polarisée, qui va être attirée par l'activité qui va se passer à Paris, voire même à Londres. Et donc finalement, à partir de là, les échanges vont se multiplier entre, je garde l'exemple de Lyon, entre Lyon et Paris, entre Lyon et Londres, et il va y avoir donc un axe qui va se former, des liens qui vont se former, et cette activité va donner naissance à ce qu'on appelle une mégalopole. Ça crée en fait ce qu'on appelle des synergies. Lyon va apporter quelque chose à Paris. Lyon va apporter quelque chose à Londres. Euh, c'est ce qu'on voilà. Donc le Paris, pareil, va apporter des bénéfices à Londres. C'est des synergies et qui renforcent le poids de ces régions. Finalement, le fait que Lyon échange beaucoup avec Londres et Paris, bah, ça va renforcer le poids de Lyon, mais aussi ça va renforcer le poids de Lyon, de Paris et de Londres. Et donc tout le monde va y gagner, une expression un peu de gagnant-gagnant, et ça va renforcer c'est toute ça la région ici qui va prendre plus de poids dans l'économie mondiale. Je prends l'exemple ici de la mégalopole la plus connue, qui est Mégalopolis, en Amérique du Nord-Est. Vous avez au milieu une ville globale, New York. Dans cette ville globale de New York, vous avez donc des fonctions de commandement majeures dans tous les domaines. Mais vous avez autour, ici, donc plusieurs métropoles qui vont apporter quelque chose et qui vont renforcer le poids de New York dans l'économie mondiale. Par exemple, tout au sud de la mégalopolis, Washington. Qu'est-ce qu'apporte Washington à la mégalopolis et à New York? C'est le côté politique. Vous avez la Maison Blanche, vous avez les députés américains qui sont là-bas, vous avez le siège aussi du Fonds monétaire international, qui gère une bonne partie de la finance mondiale et qui influence l'économie mondiale. Vous voyez, donc ici, Washington apporte ce côté politique que New York n'a pas. Euh, au nord, à l'opposé, vous avez Boston. Boston, pareil, c'est une ville, c'est une métropole secondaire mais avec un domaine de compétences au niveau mondial, c'est l'éducation. Avec, vous voyez, là, vous avez des petits chapeaux, Harvard et le MIT, qui sont les universités les plus prestigieuses du monde. Et donc, bah, finalement, ici, Boston va se développer grâce à sa proximité avec New York, va finir par en bénéficier. Euh, des activités, voilà, des échanges vont se multiplier et comme c'est New York qui capte les flux de la mondialisation, indirectement, Boston va finir par en récupérer grâce à ces échanges privilégiés avec New York. Mais surtout, New York ici va bénéficier de l'apport culturel de Boston. Une entreprise, elle va venir s'installer volontiers à New York parce qu'elle sait qu'à quelques centaines de kilomètres de là, avec des axes de communication très, très développés, eh bien, ils vont avoir accès, cette entreprise qui vient s'installer, elle va avoir accès aux étudiants les meilleurs étudiants de la planète. Et donc, forcément, bah, pour recruter, ça va être, c'est une aubaine. Vous voyez, donc c'est ça la synergie. Euh,
New York permet à Boston de plus se développer puisque New York va capter des flux de la planète entière et que indirectement ça va finir par rejaillir sur Boston à cause de la proximité. Et en même temps, Boston apporte à New York ses étudiants, ce qui fait que bah, finalement ça va renforcer le poids de New York dans la mondialisation parce qu'on sait qu'il y aura de très bons étudiants. J'espère avoir été clair sur cette notion de synergie, de mégalopole et de métropole secondaire. Londres, hein, voyez. Et donc, c'est pour ça, Lyon, l'étude de cas que vous avez fait, le sujet d'étude, on va plutôt être sur une métropole secondaire. Alors, on continue. Donc, si vous avez bien suivi, nos 4 villes globales, c'est New York, c'est Londres, c'est Paris, c'est Tokyo. Si j'entoure ici sur la carte, les 3 cercles, normalement, ça doit vous rappeler des notions vues en seconde, mais plus sûrement au collège, c'est la triade. Voilà. L'Amérique du Nord-Est, l'Europe occidentale et l'Asie de l'Est avec notamment le Japon, c'est les 3 pôles de la triade, les 3 pôles qui dominent l'économie mondiale. Comme par hasard, les villes globales sont à l'intérieur de ces endroits. Il y a un vrai lien de cause à effet, j'espère que vous le comprenez. Maintenant, ici, je vais m'attarder sur d'autres pôles. Vous voyez, ceux que j'entoure ici en rouge, c'est des pôles secondaires de la mondialisation. C'est pas les pôles de la triade, mais c'est des pôles parfaitement connectés, intégrés totalement à la mondialisation. C'est juste qu'ils sont moins importants en termes de démographie, de poids économique, mais à chaque fois, ici, voilà, on est totalement relié avec le reste du monde. Donc ces pôles secondaires de la métropolisation. À chaque fois, si vous regardez bien, bah, autour, vous avez une grande métropole à l'intérieur. Une ou plusieurs même parfois. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler ici, c'est notre deuxième catégorie, ce sont les villes mondiales. Ce sont des villes donc, qui polarisent les flux des régions secondaires totalement intégrées à la mondialisation. J'espère, la phrase peut paraître un petit peu complexe, mais finalement ici, c'est assez simple. C'est-à-dire que vous avez une région secondaire de la mondialisation, totalement intégrée à la mondialisation. La Californie, c'est totalement intégré à la mondialisation. Euh, Vous avez des aéroports, vous avez des grandes activités économiques qui sont présentes, les entreprises qui sont installées en Californie, elles sont connectées avec le monde entier. Dubaï, c'est exactement la même chose avec cette région du Moyen-Orient. L'Australie, elle est totalement intégrée. Bref, ici, il n'y a pas de problème. C'est vraiment des régions très développées. Mais c'est-à-dire, c'est juste que ces régions-là sont un peu moins importantes en termes d'échanges que les 3 pôles de la triade. Et donc à l'intérieur, bah, vous avez des métropoles qui vont capter les flux pour les redistribuer dans ces régions. Et généralement, euh, ici, donc vous avez, voilà, c'est les exemples que je vous donne. Donc ça va être Los Angeles et San Francisco pour la Californie, ça va être Sydney pour l'Australie, ça va être, et pour l'Océanie de manière plus générale, Singapour qui va capter les flux et les redistribuer pour l'Asie du Sud-Est, et Shanghai et Beijing pour la Chine. Donc dans ces villes globales, qu'est-ce qu'on retient? C'est que les fonctions de commandement sont moins importantes, avec souvent des domaines d'activité d'importance mondiale. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah, par exemple, à Los Angeles, vous n'allez pas forcément avoir des fonctions de commandement aussi importantes qu'à New York. À Sydney, à Singapour, c'est exactement la même chose. Voilà, les entreprises vont peut-être être moins importantes, moins rayonnées, vous n'allez pas avoir de grandes places financières, etc. Cependant, souvent, dans ces régions ont décidé de se spécialiser dans un domaine particulier et dans lesquels leur influence là est mondiale et même majeure. Regardez les exemples que je vous propose ici. Tout simplement, par exemple, Los Angeles. Los Angeles, bah, c'est la capitale mondiale du cinéma avec Hollywood. San Francisco, les nouvelles technologies. La Silicon Valley, hein, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et compagnie, sont tous installés autour de San Francisco, dans la Silicon Valley, et vous ne pouvez pas nier que ces GAFA là jouent un rôle mondial, ont une influence mondiale. Shanghai, ça va être ici plutôt une place financière. Continuons. On va arriver à notre troisième échelon, et donc la correction de deuxième élément.
Après avoir vu ces villes mondiales, ces villes globales, puis les villes mondiales et aussi les métropoles secondaires qui gravitent le plus souvent autour de villes globales, mais parfois aussi autour de métropoles mondiales. Ça fait beaucoup de métropoles, ça fait beaucoup de mondiales que je suis en train de vous dire, mais si vous écoutez bien, ce n'est pas si compliqué. Et bien, il nous reste une autre catégorie, on diminue dans la taille des cercles en fait, et on va arriver ici aux métropoles dites émergentes. Et je vous avais donné des questions à faire sur Mumbai. Alors, l'objectif c'était de classer en fait sur Mumbai, c'était de classer, de faire un tableau. Et ce tableau, il devait résumer la situation de Mumbai, en quoi Mumbai, c'est une métropole parfaitement intégrée à la mondialisation, et quelles sont les limites de Mumbai. Ce qui fait qu'en fait, ça va pas être une métropole mondiale, ça va pas être une ville globale, mais ce qu'on va appeler justement une métropole émergente. Alors, là, c'était clairement cette carte-là, c'était là-dessus qu'il fallait se baser essentiellement pour répondre. Donc, pour savoir si Mumbai, c'est une ville intégrée à la mondialisation, si c'est une... eh ben, on regarde une nouvelle fois, on pourrait revenir au tableau des fonctions de commandement. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est que Mumbai abrite des fonctions de commandement importantes, qui vont clairement faire d'elle une métropole, et même une métropole d'influence mondiale sur certains domaines. Par exemple, vous avez au niveau économique, à Mumbai, vous avez la bourse indienne, d'accord? Eh bien, elle est située à Mumbai. Et vous avez tout autour de cette bourse un quartier d'affaires avec énormément d'entreprises qui sont venues s'installer. Vous avez par exemple l'entreprise, la firme transnationale indienne Tata, très connue dans le domaine, notamment dans le domaine de l'automobile, euh, et qui s'est installée ici. C'est pas anodin. Donc on a bien ici des fonctions de commandement économique majeures avec des quartiers d'affaires. Et notamment ces fameux gratte-ciel qui définissent souvent ces quartiers d'affaires. Vous avez aussi un autre point, c'est le côté culturel. Donc c'est souvent sous-estimé, mais vous avez Film City à Mumbai. Film City, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est ce qu'on appelle plus aussi, qu'on connaît souvent sous le nom de Bollywood. Et Bollywood, c'est plus puissant qu'Hollywood en termes de films produits, etc. Alors l'impact est moindre parce que finalement les films indiens, ils ont tendance à être regardés que par des Indiens. Et d'une manière générale, l'Asie du Sud. Mais avec, comme vous avez un bassin de population concerné par ces films de 2 milliards de personnes, forcément, Bollywood, c'est vraiment une économie très puissante. Et vous avez aussi, enfin, dernier aspect que doit avoir une métropole, c'est tout simplement les transports. Et là, pareil, Mumbai, ça répond tout à fait, ça rentre dans la catégorie. Vous avez un aéroport international, un autre en construction, et vous avez vraiment aussi vous avez des ports majeurs reliés avec le monde entier, hein, beaucoup de l'industrie textile très présente en Inde ou l'agriculture, finalement tout ce qui est produit en Inde et que nous on finit par consommer, ça part par container depuis le port de Mumbai et ça arrive dans le monde entier. Donc vous voyez, au niveau donc économique, au niveau culturel, au niveau de la logistique, Mumbai répond parfaitement au domaine, aux critères d'une métropole, pardon. Donc tout ça ici, voilà, pareil, une nouvelle fois, je vous mets ça pour faciliter votre prise de notes et faciliter la trace écrite. Donc vous pourrez mettre pause si vous avez du mal, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Je le rappelle, donc des activités économiques avec des industries, les sièges des firmes transnationales indiennes, la capitale du diamant, je n'en ai pas parlé. On a aussi des activités financières, la place boursière de l'Inde, des activités culturelles, Bollywood et les grandes universités indiennes sont présentes, et enfin les transports, des aéroports et des ports internationaux qui font le lien entre la mondialisation et le reste de l'Inde. Bref, Mumbai est bien une métropole. Mais Mumbai, c'est une métropole incomplète. C'est fait qu'on ne peut pas considérer Mumbai comme une métropole mondiale. D'une part, déjà, bien sûr, ici, ce que ne nous dit pas forcément le, la carte, mais que je suis là pour développer, c'est le côté finalement l'influence de l'Inde dans la mondialisation est moindre. L'Inde, même si c'est très intégré à la mondialisation, c'est moins intégré que l'Europe, que l'Amérique, que l'Asie de l'Est.
Donc finalement, bah forcément, il y a moins d'échanges. Il y en a, mais il y a moins d'échanges. Donc Mumbai capte ces échanges, mais comme il y en a moins, ça diminue son influence mondiale. Mais surtout, la difficulté ici pour ce qui fait de Londres, pardon, de Mumbai une métropole émergente, c'est bien évidemment les inégalités très importantes qu'il y a. En fait, c'est une métropole, on va parler incomplète. Vous avez, c'est une ville énorme, mais qui capte énormément de richesses, et pourtant cette richesse ne bénéficie pas à tout le monde. Vous aviez cette image très parlante avec ce quartier riche d'un côté qui côtoie les bidonvilles de Mumbai où des millions d'Indiens s'entassent dans des conditions franchement insalubres. Donc en fait, c'est ça qui nous montre que le processus de métropolisation à Mumbai il est incomplet, puisque une métropole c'est censé capter les richesses, mais que ces richesses finalement, elles ne bénéficient qu'à très peu de personnes. Et vous avez donc finalement des bidonvilles, vous avez beaucoup de pauvreté, d'inégalités, une ville totalement saturée, très polluée. Bref, on peut pas dire Mumbai manque d'attractivité là-dessus. Vous êtes une entreprise qui veut venir s'installer à Mumbai, bah, ce côté anarchique de l'urbanisation, ce côté, ces inégalités frappantes, cette pauvreté à quelques pas des quartiers d'affaires, c'est des freins pour vous installer. Et donc voilà, c'est ça vraiment qui va caractériser ce qu'on va appeler les métropoles émergentes. Elles vont à peu près toutes répondre à ce critère-là, avec le symbole de tout ça, c'est le bidonville. Donc ici, euh, et c'est ce que je mettais donc sur voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est une métropole émergente? Bah, c'est qu'on a une fragmentation spatiale qui est plus marquée. Alors, c'est pas essentiel là, d'accord? Je l'ai laissé, j'ai laissé tout ça pour que vous compreniez en fait ce qui fait la différence entre une métropole mondiale et une métropole émergente, ça va être cette fragmentation spatiale. À l'intérieur, donc voilà, c'est ce que je le résume, mais c'est pas ça qui remplissait le tableau, on va revenir juste après. Les écarts de richesse donc à l'intérieur des métropoles sont très importantes et ça se retrouve au niveau spatial. On a des quartiers très très riches et à proximité du centre d'affaires, de Bollywood, etc. Et des bidonvilles, parfois à proximité du centre-ville et le long des axes, euh, mais parfois aussi en périphérie. Donc ces extrêmes se côtoient même parfois au sein d'un même quartier car ils sont interdépendants. Eh bien oui, c'est-à-dire que là, tout ça, bah, toutes ces personnes qui viennent s'installer dans les bidonvilles, elles viennent à la recherche d'emploi. Elles n'en trouvent pas forcément, mais forcément pour trouver des emplois, il vaut mieux être à côté des centres d'activité. Donc elles viennent et en même temps, donc ces quartiers riches en ont besoin de cette population pauvre, absolument pas qualifiée, pas vraiment capable de s'intégrer à la mondialisation. Parce que ça va créer une activité, bah voilà, ça va être les personnes qui vont entretenir les rues, qui vont nettoyer les bureaux, ça va être les domestiques pour les plus riches, puis ça va être aussi et surtout des personnes qui vont aller travailler pour pas très très cher dans les usines qui vont produire ce qui va être envoyé à l'autre bout de la planète. Et donc on se retrouve, voyez, avec ici finalement 42% de la population de Mumbai qui vit en bidonville. Ça veut dire que on a une grande partie de Mumbai de la population qui ne bénéficie pas des effets de la mondialisation. Mais la mondialisation, la métropolisation, c'est censé être synonyme de richesse. Et là, bah, pour une majorité de la population, ce n'est pas le cas. On récapitule donc. Et là, voilà, là j'en arrive, là c'est un petit peu ce qui pourrait rentrer dans votre tableau. Que vous aviez à faire, ça va être un peu la correction. Donc la première partie du tableau, les Mumbai et les métropoles émergentes sont des métropoles intégrées à la mondialisation. Aspect positif, oui, ce sont des villes qui connaissent une croissance extrêmement rapide, donc ça attire forcément les investisseurs, hein, l'idée de se dire qu'il y a un vrai marché à développer. Euh, Ces métropoles regroupent les principales fonctions de commandement de leur pays, dans les pays émergents. Donc voilà, les sièges d'entreprise, les places financières, les lieux culturels, tout ce que vous voulez, des fonctions touristiques aussi, hein. On va avoir une concentration des populations et des richesses, et ces métropoles sont le lien entre le monde et le reste du territoire. Par contre, ce qui en fait des métropoles finalement un peu incomplètes, d'où le nom de émergentes, c'est ces aspects négatifs, c'est que la croissance urbaine souvent est non maîtrisée,
développement anarchique, les bouchons, la pollution, tout ce qui pouvait apparaître sur les différents documents, et surtout la grande pauvreté avec une grande partie de la population qui ne bénéficie pas ou peu des effets de la mondialisation, et des inégalités qui ne cessent de s'accroître. C'est-à-dire que même si ça crée de la richesse, finalement aujourd'hui par exemple à Mumbai ou en Inde, les populations pauvres sont moins pauvres qu'il y a 30 ans, on souffre beaucoup moins de la faim, etc. Eh bien, en fait, les inégalités se sont quand même aggravées parce qu'en fait, dans le même temps, les grands gagnants de la mondialisation, les cadres, les grands patrons, etc., eux, vraiment, se sont encore beaucoup plus enrichis grâce à la mondialisation. Donc, les inégalités, même s'il y a une progression générale, les inégalités se sont aggravées. Alors, il nous reste ici un dernier point, parce que là, on commence à être sur quelque chose d'assez long, et j'en suis désolé, mais je voulais tout faire d'une traite, et je vais aller vite sur la fin. Il va nous rester la dernière étape de notre hiérarchie des métropoles. Cette dernière étape de la hiérarchie des métropoles, vous voyez ici sur cette carte ici, ce sont les villes, les plus grandes villes du monde, les villes de plus de 10 millions d'habitants qui apparaissent. Quasiment toutes sont des métropoles. Si vous regardez, alors il faudrait revenir sur la première carte, que je vous ai montré du classement des métropoles, elles vont quasiment toutes être dessus. Mais pourtant, vous avez donc des grandes villes comme, et là je voyais comme Dakar en Asie centrale, mais surtout en Afrique, vous allez voir Le Caire ou Lagos. Ces villes-là, donc, sont des grandes villes et pourtant n'apparaissaient pas sur la carte des métropoles. Pourquoi? C'est ce qu'on va appeler tout simplement des métropoles en gestation. Alors, c'est quoi ces métropoles en gestation? Ça se passe forcément dans des pays en développement, dans les pays du Sud. C'est des villes qui ont connu une croissance démographique exceptionnelle parce que dans le pays, on est en pleine transition démographique et la population a donc fortement augmenté. Cette incroyable augmentation de la population, elle a provoqué un exode rural. Et donc voilà, donc les gens sont venus s'entasser dans d'immenses villes, c'est ce qu'on appelle des mégapoles, à ne pas confondre avec des mégalopoles. Vous voyez, mégapole d'un côté, ville de plus de 10 millions d'habitants, mégalopole, c'est quand les métropoles fusionnent et forment des synergies. C'est ce que je vous explique ici. D'accord? Donc ce sont les métropoles en gestation, on va parler de mégapoles, et les exemples que je vous donne, c'est Le Caire, Lagos, Karachi, Dhaka, ces villes qui, sur les 20-30 dernières années, ont complètement explosé démographiquement. Ces villes ne sont pas encore, vous voyez, le dernier onglet, enfin la dernière ligne que j'ai rajoutée là, ces villes concentrent les fonctions de commandement de leur pays. Mais ces pays ne sont pas encore suffisamment intégrés à la mondialisation. Donc je reprends l'exemple du Caire. Vous allez avoir les fonctions économiques, les grandes entreprises égyptiennes sont installées au Caire. Vous avez les fonctions politiques, hein, le gouvernement, tout ça, ça se passe au Caire. Des fonctions financières, la bourse la bourse d'Égypte, c'est au Caire, etc. Donc, le Caire, finalement, si on revient sur le fameux tableau des fonctions de commandement, coche toutes les cases de la métropole. Mais comme l'Égypte n'est pas encore suffisamment intégrée à la mondialisation, on ne peut pas parler encore de métropole. C'est donc finalement des métropoles en gestation, en devenir.